Sparte, ce sont les fameux 300 guerriers qui ont tenu tête à une armée immense aux Thermopyles, un chiffre rendu célèbre dans le monde entier par le film de Zack Snyder en 2006. Mais cette histoire, telle qu'on la connaît, est en grande partie un mythe. Dans cette vidéo, vous allez découvrir qui étaient vraiment les Spartiates, pourquoi cette guerre contre les Perses a éclaté, comment s'est réellement déroulée la bataille des Thermopyles, et surtout ce que le film a passé sous silence. Deux mondes qui s'affrontent. Pour comprendre cette guerre, il faut d'abord comprendre une chose. Sparte n'était pas un pays, la Grèce non plus d'ailleurs. À cette époque, il y a environ 2500 ans, ce qu'on appelle la Grèce antique n'était pas un territoire unifié avec un roi et une seule capitale. C'était en fait une mosaïque de petites cités indépendantes. Chacune avait son gouvernement, ses lois et son armée. Les deux plus célèbres aujourd'hui sont Athènes et Sparte, mais il y en avait beaucoup d'autres, éparpillés un peu partout, jusque sur les côtes de l'actuelle Turquie et dans des colonies en Italie et en Sicile. Toutes ces cités parlaient grec et partageaient une même culture, mais elles ne formaient pas un seul pays, et parfois elles se faisaient même la guerre entre elles. En face, à l'autre bout du monde connu, se trouvait une puissance d'une toute autre dimension, l'Empire perse. Et là, le contraste est immense. Là où la Grèce était morcelée en petites cités, la Perse était quant à elle un empire gigantesque. Gouverné par un seul homme, le roi des rois. Cet empire avait été fondé par un conquérant nommé Cyrus le Grand, et il s'étendait sur des distances vertigineuses de l'actuel Pakistan jusqu'à l'Égypte. À son apogée, on estime qu'il regroupait une part énorme de l'humanité de l'époque à l'intérieur de ses frontières. Mais comment un empire aussi vaste pouvait-il tenir debout? Eh bien grâce à une organisation remarquable. Les Perses étaient en effet des maîtres de la logistique, des routes et de la communication à longue distance. Ils savaient par exemple déplacer des armées, transmettre des ordres et administrer des peuples très différents, et ce sur des milliers de kilomètres. C'est cette même machine impériale, patiente et puissante, qui allait un jour se tourner vers les petites cités grecques. L'étincelle de la guerre. Mais pourquoi ce gigantesque empire s'est-il intéressé à la Grèce, si lointaine et si petite à ses yeux? Eh bien en fait, tout est parti d'une révolte. Voilà ce qui s'est passé exactement. Parmi les cités grecques, certaines se trouvaient sur la côte de l'actuelle Turquie, et celles-là étaient déjà tombées sous la domination perse. Pour les gouverner, les Perses plaçaient à leur tête des hommes de confiance. Or, l'un de ses dirigeants, un certain Aristagoras de Milet, se lança dans une expédition militaire qui tourna au fiasco. Pour sauver sa position, il décida alors de retourner sa veste et de pousser les cités grecques de la côte à se rebeller contre la Perse. Et c'est là qu'Athènes entre en scène. Le meneur de la révolte vint chercher de l'aide auprès des grandes cités grecques. Sparte refusa de s'en mêler, mais Athènes, elle, accepta d'envoyer une vingtaine de navires pour soutenir les rebelles. Au final, la révolte échoua, mais ce geste eut une conséquence énorme. Le roi de Perse n'oublia jamais qu'Athènes était venue se mêler de ses affaires. Désireux de punir la ville grecque, son regard se tournait désormais vers la Grèce. Raison pour laquelle, quelque temps plus tard, le roi perse, un certain Darius, envoya des messagers dans les cités grecques. Sa demande était simple et symbolique. Il réclamait en fait de la terre et de l'eau, une façon de dire « soumettez-vous à mon autorité ». La plupart des cités, effrayées, obéirent, mais pas Athènes ni Sparte, et leur refus fut pour le moins spectaculaire. À Athènes, on jeta ainsi les messagers perses dans un ravin. À Sparte, on les précipita dans un puits. C'était là une provocation directe, presque une déclaration de guerre. La réponse perse ne se fit pas attendre. Darius envoya une flotte pour punir Athènes. Les Perses débarquèrent sur une plage, dans un endroit qui allait devenir célèbre, la plaine de Marathon. Et là, contre toute attente, les Athéniens, aidés d'une cité voisine, parvinrent à repousser une armée perse pourtant plus nombreuse. À noter que c'est de cette bataille que vient la célèbre légende du Marathon. En l'occurrence, un messager grec qui aurait couru jusqu'à Athènes pour annoncer la victoire avant de s'effondrer d'épuisement. Les historiens débattent cependant encore de la réalité de cet épisode. Mais au fait, et les Spartiates dans tout ça, me direz-vous? En fait, ils étaient censés venir aider, sauf qu'une fête religieuse les retenait chez eux. Quand ils arrivèrent enfin, tout était déjà terminé. Retenez bien ce détail des fêtes religieuses, car il va revenir et il aura cette fois des conséquences bien plus lourdes. Le retour des Perses. La défaite de Marathon fut une humiliation pour la Perse, mais l'empire était immense et la Grèce n'était qu'un souci parmi tant d'autres.
Pendant quelques années, des révoltes ailleurs occupèrent les Perses. Darius mourut et son fils Xerxès lui succéda. Or, Xerxès n'avait rien oublié. Le mépris des Grecs, la défaite de Marathon, tout cela lui restait en travers de la gorge. Et cette fois, il décida d'en finir pour de bon. Son objectif n'était plus de punir, mais d'écraser complètement la Grèce. Pour cela, il rassembla une armée colossale. Et quand on dit colossale, c'est vraiment le mot exact. En effet, il fit venir des soldats de tous les coins de son empire, des dizaines de peuples différents avec leurs armes, leurs montures et leurs animaux. Les historiens estiment aujourd'hui cette armée entre 100 000 et 200 000 hommes. C'est absolument démesuré pour l'époque. À titre de comparaison, l'historien grec, qui a raconté ces événements, parlait lui de millions de soldats. Les spécialistes pensent qu'il a largement exagéré, mais cette exagération en dit long sur l'impression de marée humaine que devait donner l'armée perse. À noter que Xerxès ne se contenta pas de rassembler cette armée, il voulut la conduire lui-même en Grèce. D'ailleurs, pour franchir le bras de mer qui séparait l'Asie de l'Europe, il fit construire à cette occasion 2 ponts gigantesques en attachant des navires les uns aux autres pour former un passage. Mais pas de chance, une première tempête détruisit ces ponts. On raconte même que Xerxès, furieux, ordonna qu'on punisse la mer elle-même en la fouettant. L'histoire est peut-être inventée, mais elle montre bien l'image d'un roi tout-puissant, persuadé que rien ne pouvait lui résister. Les ponts furent reconstruits donc, et l'immense armée se mit en marche vers la Grèce. Qui étaient les Spartiates ? Avant d'en venir à la bataille, il faut s'arrêter sur Sparte, car cette cité ne ressemblait à aucune autre et la réalité de son fonctionnement est très différente de l'image du film 300. D'abord, Sparte n'était pas gouvernée par un seul chef. Son système était même assez compliqué, c'est le moins que l'on puisse dire, puisqu'en effet, il y avait 2 rois en même temps qui régnaient ensemble sur la ville. Cependant, leur pouvoir était surveillé par des assemblées et par un groupe de 5 magistrats élus chargés de garder un équilibre. Le film 300 montre ces magistrats comme des sortes de prêtres difformes et corrompus. En réalité, c'étaient simplement des responsables élus parmi les citoyens. Rien de bien monstrueux là-dedans. Mais surtout, il faut comprendre comment était bâtie la société spartiate, car c'est là que se cache une vérité dérangeante. Sparte reposait en effet sur 3 groupes très inégaux. Tout en haut, il y avait les vrais citoyens, les Spartiates au sens strict. C'était une sorte de petite élite, à la fois la classe dirigeante et le cœur de l'armée. Et celle-ci avait une particularité. En effet, ils ne travaillaient pas, ou du moins, pratiquement pas. Outre le fait de gérer certaines activités liées à leur terre, ils consacraient surtout leur vie au sport, à l'entraînement et au combat, et ce, pour être toujours prêts à faire la guerre. Les Périèques constituaient le 2e groupe. Il s'agissait en fait d'hommes libres vivant autour de Sparte. Certes, ils n'avaient pas les droits politiques des Spartiates, mais ils pouvaient commercer, pratiquer l'artisanat et servir dans l'armée. Mais au fait, je ne vous ai pas révélé comment une élite entière pouvait vivre sans travailler véritablement. Eh bien, c'est là qu'intervient le 3e groupe. En effet, tout en bas, il y avait ce qu'on appelait les ilotes. Les ilotes étaient des esclaves, et c'est sur leur dos que reposait tout le système. Ce sont eux qui cultivaient les terres et nourrissaient la cité. Sans leur travail forcé, l'élite spartiate n'aurait jamais pu passer ses journées à s'entraîner. À noter que le traitement de ces esclaves était d'une cruauté qui choquait même les autres Grecs, pourtant habitués à l'esclavage. Les Spartiates traitaient en effet les ilotes avec une brutalité extrême. On raconte qu'il existe même une sorte de rituel au cours duquel de jeunes Spartiates partaient la nuit pour tuer des ilotes. Le résultat, c'est que ces esclaves se révoltaient de temps en temps, et les Spartiates vivaient dans la peur permanente de ces révoltes. Ils craignaient tellement leurs propres esclaves qu'ils redoutaient aussi que d'autres cités grecques viennent les aider à se soulever. Pourquoi insister là-dessus ? Eh bien parce que c'est l'un des grands oublis du film. Aux Thermopyles, les Spartiates n'étaient pas seuls et ne se sont pas battus contre eux. Ces hommes libres et ces esclaves les accompagnaient au combat. Ils ont saigné et ils sont morts dans la même bataille. Mieux encore, ils étaient bien plus nombreux que les fameux Spartiates. Mais comme ils n'avaient ni la liberté ni les droits de l'élite, on les a presque effacés de l'histoire. On leur a demandé de mourir pour une cité qui au final ne les considérait pas comme des égaux. Fabriquer un guerrier. Il reste une question essentielle.
Pourquoi les Spartiates étaient-ils considérés comme les meilleurs soldats de toute la Grèce? Eh bien la réponse tient en un mot, leur éducation. Car à Sparte, on ne devenait pas guerrier par hasard, on le devenait par un dressage qui commençait à la naissance et qui ne ressemblait à rien de ce qu'on connaît. Tout commençait justement dès la naissance, et de façon brutale. Quand un bébé naissait à Sparte, on l'examinait. S'il paraissait faible ou mal formé, la cité pouvait décider qu'il ne valait pas la peine d'être élevé. Pour les Spartiates, un futur soldat devait être robuste, et tout commençait par ce tri impitoyable. Cela peut nous sembler monstrueux, et ça l'est d'ailleurs, mais cela montre à quel point, dans cette cité, l'individu ne comptait presque rien face aux besoins de l'armée. Attention, les historiens débattent encore aujourd'hui de l'ampleur réelle de cette pratique. Mais une chose est certaine, à Sparte, la force physique était considérée comme une qualité essentielle. Bref, suite à cet examen, pour le moins sélectif, et si vous surviviez, venait l'enfance. Là encore, tout était différent d'ailleurs. Et pour cause, dans les autres cités grecques, un garçon grandissait dans sa famille. À Sparte, pas vraiment. En effet, vers l'âge de 7 ans, le jeune garçon était retiré à ses parents et placé dans un système d'éducation collective géré par la cité. On l'appelait souvent la goguée. Concrètement, l'enfant quittait sa maison pour vivre en groupe avec les autres garçons de son âge sous la surveillance d'instructeurs. À partir de là, sa vraie famille, c'était tout simplement ses camarades et la cité. Cette éducation était d'une dureté calculée. Voici comment ça fonctionnait. Pour commencer, on habituait délibérément les garçons à manquer de tout. On les nourrissait peu, volontairement, pour qu'ils apprennent à supporter la faim. Pour cela, on les laissait souvent pieds nus et peu vêtus, même par temps froid, et ce pour les endurcir. Également, on les faisait dormir sur des couches inconfortables qu'ils devaient fabriquer eux-mêmes. L'idée derrière tout cela était simple. Un homme habitué à la souffrance et au manque ne flancherait pas une fois sur le champ de bataille. Il y a même un détail qui en dit long sur cet état d'esprit. Comme on nourrissait à peine les jeunes Spartiates, on attendait d'eux qu'ils volent de la nourriture pour compléter leur maigre ration. À noter que le vol n'était pas puni. Ce qui était puni, par contre, c'était de se faire prendre la main dans le sac. Dans la logique spartiate, en refusant l'honnêteté, on apprenait aux enfants la ruse, la discrétion et surtout la débrouillardise. En fait, des qualités utiles à un soldat en campagne. Une célèbre histoire peut être inventée, raconte qu'un jeune garçon avait caché sous ses vêtements un jeune renard volé et qu'il s'est laissé dévorer le ventre par l'animal sans pousser un cri plutôt que d'être découvert. Vrai ou non, cette histoire montre bien l'idéal qu'on cherchait à imposer, à savoir la résistance à la douleur, même si pour cela, elle devait être poussée jusqu'à l'absurde. À tout cela s'ajoutaient les exercices physiques permanents, courses, luttes, lancers, maniement des armes. Le corps des garçons était façonné jour après jour pour le combat. Mais attention, on ne formait pas que des corps, on formait aussi des esprits obéissants. Pour cela, on leur apprenait à supporter la discipline sans broncher, à respecter les anciens, ainsi qu'à parler peu et juste. D'ailleurs, c'est de Sparte, dont la région s'appelait la Laconie, que vient notre mot laconique, qui désigne une façon de parler brève et directe. Les Spartiates méprisaient les longs discours, ils préféraient au contraire les réponses courtes et tranchantes. Mais au cœur de tout ce système, c'était autre chose, c'était le groupe. Et pour cause, on élevait les garçons ensemble, on les faisait souffrir ensemble, mais également on les récompensait ensemble. Pourquoi ? Pour créer entre eux un lien plus fort que tout. Car sur le champ de bataille, la force d'une armée spartiate ne venait pas seulement de l'entraînement de chaque soldat, elle venait aussi de leur capacité à combattre en formation serrée, épaule contre épaule, chacun protégeant son voisin avec son bouclier. Si un seul homme reculait, il exposait tous les autres. Toute l'éducation spartiate visait donc à fabriquer des hommes qui ne reculeraient jamais par fidélité au groupe. En fait, ils ne se battaient pas pour eux-mêmes, ils se battaient pour ne pas trahir l'homme à côté d'eux. Et cette formation ne s'arrêtait pas à l'enfance, elle se poursuivait à l'adolescence, puis à l'âge adulte. Un Spartiate restait soldat presque toute sa vie. Même devenu adulte et marié, il continuait souvent à prendre ses repas en commun avec ses compagnons d'armes, dans des sortes de cantines collectives. En fait, toute son existence tournait autour de l'armée et du groupe. Voilà le secret de la réputation spartiate, non pas un don naturel pour la guerre, mais une vie entièrement dédiée à une seule chose, combattre et ne jamais céder. Une Grèce divisée face aux Perses. Quand la menace perse devint évidente, certaines cités grecques décidèrent de s'unir pour résister. Mais attention, il ne faut pas imaginer une Grèce soudée et solidaire. La réalité était bien plus compliquée que ça.
Les cités, qui acceptèrent certes de se regrouper, formèrent une sorte d'alliance sous la direction de Sparte, sauf que cette alliance était fragile et pleine de tensions. D'abord, toutes les cités grecques n'en faisaient pas partie. Certaines avaient choisi le camp des Perses, d'autres étaient occupées par leurs propres conflits ailleurs, et même au sein de l'Alliance, on n'arrivait pas à se mettre d'accord. Chacun voulait défendre son coin de Grèce et hésitait à envoyer le gros de son armée loin de chez lui. Personne ne voulait en effet dégarnir sa propre cité pour aller protéger celle du voisin. C'est dans ce contexte tendu qu'il fallut décider où arrêter l'armée perse. Et le choix se porta sur un endroit précis, un passage étroit appelé les Thermopyles. Mais pourquoi justement cet endroit? Eh bien la logique est très simple. Les Thermopyles formaient une sorte de goulet, en l'occurrence un passage resserré entre la montagne d'un côté et la mer de l'autre. Et c'est exactement ce qu'il fallait pour ralentir l'avancée des Perses. Et pour cause, quand on dispose d'une petite armée face à une armée immense, le pire endroit pour se battre, eh bien c'est une grande plaine ouverte où le nombre fait toute la différence. Par contre, dans un couloir étroit, l'avantage du nombre disparaît. L'envahisseur ne peut en effet faire passer que peu d'hommes à la fois. Du coup, désormais, une poignée de défenseurs bien placés peut tenir tête à une multitude. Voilà donc pourquoi les Grecs voulaient forcer les Perses à se battre dans ce goulot, là où la supériorité perse écrasante ne servirait à rien. Mais attention, cette bataille terrestre n'était qu'une partie de la stratégie grecque. Au même moment, la flotte grecque affrontait les Perses à l'Artémission, afin d'empêcher leur marine de contourner les Thermopyles. Les deux opérations étaient étroitement liées, l'une bloquait l'armée perse sur terre, l'autre sa flotte sur mer. Sur terre, la résistance était commandée par le roi spartiate, le fameux Léonidas. La bataille, le vrai et le faux. Nous y voilà, la bataille des Thermopyles pointe son nez. Et la première chose à corriger, eh bien c'est le chiffre le plus célèbre de toute cette histoire, les fameux 300. Effectivement, Léonidas n'est pas parti avec 300 hommes. Il a bien emmené 300 soldats spartiates, choisis selon un critère spécifique. Il fallait que ces mêmes guerriers aient déjà des fils pour que leur lignée ne s'éteigne pas s'ils mouraient lors des combats. Sauf que ces 300 Spartiates n'étaient que le noyau. Autour d'eux, l'armée grecque comptait en réalité plusieurs milliers d'hommes, sans doute autour de 8000. Encore une fois, les hommes libres et les esclaves qui accompagnaient les Spartiates étaient bien plus nombreux qu'eux. Le chiffre de 300, si frappant soit-il, ne représente en fait qu'une petite partie des combattants. Mais alors, pourquoi si peu de soldats face à une armée de 100 000 hommes ou plus? Eh bien, pour une raison qu'on a déjà brièvement évoquée, les fameuses fêtes religieuses. Et pour cause, au moment où l'armée perse approchait, de nombreuses cités grecques célébraient des fêtes sacrées qui interdisaient de partir en guerre. Sparte avait la sienne, les autres avaient les Jeux olympiques. Léonidas était un homme très pieux qui respectait profondément la religion. Cela dit, certains historiens pensent que ces fêtes ont surtout servi d'excuse et que les cités encore hésitantes préféraient garder leurs armées près de chez eux plutôt que de tout risquer d'un coup. Quoi qu'il en soit, quand les deux armées se retrouvèrent face à face, il ne se passa d'abord rien pendant 5 jours. Xerxès attendait, persuadé que ces quelques Grecs finiraient par fuir devant sa marée humaine. Des espions perses rapportèrent même une scène étonnante, à savoir que les Spartiates, tranquilles, passaient leur temps à peigner leurs longs cheveux. Car il faut préciser en effet que les Spartiates portaient les cheveux longs et qu'ils en prenaient grand soin. Ce jour-là, en se coiffant face aux Perses, c'était comme une façon d'afficher leur calme et leur mépris du danger, même devant une force ennemie bien plus nombreuse. Puis l'assaut commença. Et là, plusieurs détails du film 300 sont en réalité assez justes. Xerxès envoya d'abord des troupes qui furent repoussées avec peu de pertes du côté grec. Il envoya ensuite ses meilleurs soldats, un corps d'élite que l'on surnommait les Immortels. Pourquoi ce nom? Eh bien parce que dès qu'un de ces soldats tombait, un autre prenait aussitôt sa place, si bien que leur nombre semblait ne jamais diminuer. C'étaient en fait les gardes d'élite du roi, comptant entre 10 et 15 000 hommes. Pourtant, dans le goulet étroit des Thermopyles, même eux furent tenus en échec. Leurs lances étaient en effet plus courtes que celles des Grecs, ce qui les désavantageait dans ce combat rapproché. Au passage, comme dans le film, les Grecs en précipitèrent certains du haut des falaises, directement dans la mer. Mais alors, comment cette poignée d'hommes a-t-elle fini par être vaincue? Eh bien non pas par la force, mais par une trahison. Un habitant de la région, contre récompense, révéla en effet aux Perses l'existence d'un sentier de montagne qui contournait le passage. Léonidas l'avait pourtant fait garder par des combattants locaux, mais ceux-ci furent débordés.
C'est donc grâce à ce chemin caché que les Perses purent passer derrière les Grecs et les prendre ainsi en tenaille. Le dernier carré. Quand Léonidas comprit qu'il était encerclé, il réunit un conseil. Beaucoup de Grecs voulaient partir et rentrer chez eux, et c'est ce qui arriva d'ailleurs. En effet, Léonidas renvoya la plupart des contingents, sauf que lui resta avec ses Spartiates, les survivants des fameux 300, accompagnés d'un grand nombre de ses hommes libres et de ses esclaves dont on parle si peu, ainsi que de quelques centaines de combattants d'une autre cité restés volontairement. S'y ajoutaient des hommes retenus là contre leur gré. Mais au fait, pourquoi Léonidas a-t-il choisi de rester alors que la défaite était certaine? Eh bien, pour comprendre sa logique, il faut connaître l'état d'esprit spartiate face à la lâcheté. À Sparte, fuir le combat était en effet la pire des hontes. Un Spartiate accusé de lâcheté était mis au banc de la société et traité comme un paria pour le reste de sa vie. Cette peur du déshonneur était si forte qu'on raconte que des mères spartiates allaient jusqu'à frapper à mort leur propre fils adulte qui avait tourné le dos à leurs camarades. Léonidas suivait sans doute cet idéal. Il renvoya donc les autres, mais fit son dernier combat avec les siens. La fin fut conforme à la légende sur un point, Léonidas mourut bel et bien dans la bataille, et Grecs et Perses se disputèrent même son corps à plusieurs reprises. Tous les défenseurs restés jusqu'au bout périrent, et plus tard, on grava sur place une inscription en leur mémoire, dont une phrase célèbre est restée à travers les siècles. Elle dit en substance « Passant, va dire à Sparte que nous sommes morts ici, fidèles à nos lois ». Il s'agit d'une belle phrase, mais soyons clairs sur une chose, les Thermopyles furent bel et bien une défaite. Et pour mieux le comprendre, il faut revenir sur l'autre moitié de l'affrontement, dont on ne parle presque jamais, la bataille qui se déroulait sur mer au même moment, tout près de là. Souvenez-vous bien du plan d'ensemble. Pendant que Léonidas bloquait le passage terrestre, une flotte grecque devait empêcher les navires perses de contourner ce passage par la mer. Car si les Perses avaient pu débarquer des troupes derrière les Thermopyles, toute la défense de Léonidas n'aurait servi à rien. Les deux batailles étaient donc liées comme les deux mâchoires d'un même piège. Cette bataille navale porte le nom du cap, près duquel elle s'est déroulée, celui du cap Artémision, et elle fut tout aussi acharnée que celle sur terre. Au début, les Grecs eurent de la chance. Une tempête détruisit une partie de la flotte perse avant même le combat, ce qui réduisit un peu l'écrasante supériorité de l'ennemi. Mais cela ne suffit pas. Après plusieurs jours d'affrontements violents sur l'eau, les Grecs, eux aussi, durent reculer. Et quand la nouvelle de la chute des Thermopyles leur parvint, défendre la mer à cet endroit n'avait plus vraiment de sens. La flotte se replia donc. Sur terre comme sur mer, la ligne de défense grecque venait ainsi de céder. Les conséquences furent immédiates et terribles, plus rien n'arrêtait Xerxès. Son armée avança vers le sud, atteignit Athènes et prit la grande cité. Celle-ci fut ainsi pillée et incendiée. À ce moment précis de l'histoire, tout semblait perdu. La plus brillante des cités grecques était en flammes et l'immense armée perse paraissait sur le point de soumettre la Grèce tout entière. L'incroyable retournement. Heureusement pour les Grecs, la guerre ne se termine pas avec ces deux défaites. Voilà donc comment tout a basculé. Athènes était certes tombée, mais ses habitants n'étaient pas tous morts. En effet, beaucoup avaient eu le temps de fuir en évacuant la ville par la mer avant l'arrivée des Perses. Ils avaient abandonné leurs maisons, mais ils avaient sauvé l'essentiel, leur flotte et leurs hommes. Et c'est cette flotte qui allait tout changer. Les Grecs attirèrent une nouvelle fois la marine perse dans un détroit étroit, un bras de mer resserré entre une île et la côte. Et là, on retrouve exactement la même idée qu'aux Thermopyles, mais sur l'eau cette fois. Dans un espace étroit, le grand nombre de navires perses devenait un handicap plutôt qu'un avantage. Les bateaux perses se gênaient les uns les autres, s'entassaient et perdaient leur formation. Les navires grecs, plus à l'aise dans les eaux qu'ils connaissaient, purent ainsi les percuter et les couler les uns après les autres. Ce fut une victoire écrasante. Et en fait, le véritable tournant de toute la guerre. Xerxès, qui assistait à la scène depuis la côte, vit sa flotte détruite sous ses propres yeux. Cette défaite navale changea tout. Sans flotte, le roi perse ne pouvait plus ravitailler et déplacer son immense armée comme il le voulait. Inquiet, il repartit vers son empire avec une grande partie de ses troupes, laissant derrière lui un général et une armée encore puissante pour terminer le travail. Mais l'élan était définitivement brisé pour les Perses. L'année suivante, les Grecs, désormais plus confiants et mieux unis,
affrontèrent cette même armée perse restée sur place lors d'une grande bataille terrestre, la fameuse bataille de Platée, et cette fois, ils l'emportèrent nettement. C'est donc lors de cette bataille, et non aux Thermopyles, que les Grecs détruisirent pour de bon la puissance perse sur leur sol. Peu à peu, ils reprirent l'avantage partout, libérèrent leur cité et finirent par repousser l'envahisseur hors de Grèce et même au-delà. Une défaite qui a changé l'histoire. Et c'est ici que se pose la vraie question. Si les Thermopyles furent une défaite, alors pourquoi en parle-t-on encore aujourd'hui comme d'un moment glorieux, bien plus que des victoires qui ont suivi? Tout simplement parce que cette défaite a eu un effet immense, mais pas sur le champ de bataille. Son effet a davantage été dans les têtes. La résistance acharnée de Léonidas et de ses hommes est même devenue un véritable symbole. Elle a montré aux Grecs qu'on pouvait tenir tête à l'envahisseur, qu'il n'était pas invincible. Elle leur a donné du temps, du courage et une raison de continuer le combat. Une poignée d'hommes avait choisi de mourir plutôt que de fuir, et ce sacrifice a marqué les esprits bien plus durablement que n'importe quelle victoire. Ainsi, c'est de cette défaite qu'est née une légende qui traverse encore les siècles. Une défaite qui a prouvé une chose simple et puissante. Au final, c'est bien une poignée d'hommes décidés qui est parvenue à défier le plus grand empire du monde. Voilà, avant de se quitter, une dernière anecdote. Si vous visitiez les Thermopyles aujourd'hui, eh bien vous ne reconnaîtriez probablement pas le célèbre champ de bataille. À l'époque de Léonidas, le passage était un étroit couloir coincé entre la montagne et la mer. Mais en plus de 2000 ans, les rivières ont déposé tant de sédiments que le littoral a avancé de plusieurs kilomètres. Résultat, le défilé où les 300 Spartiates ont tenu tête à l'armée perse se trouve désormais loin de la mer. Comme quoi, même les paysages les plus célèbres de l'histoire finissent par changer.